Sota était un pauvre type, un loser solitaire dont la vie était pire qu'un PNJ, jusqu'à ce qu'il survive à un naufrage. Les dieux du scénario lui ont alors donné le pouvoir de changer le destin de n'importe qui, mais au lieu de sauver le monde, Sota utilise ce pouvoir pour aider les méchants de son école et les faire emménager chez lui. Avant cela, un matin, alors qu'il se rendait à l'école, l'un des frères de Truck-kun a failli envoyer tout le monde dans un autre monde, ceux qui attendaient au feu rouge. Heureusement, il a changé de direction juste avant que cela n'arrive. Mais tandis que tout le monde autour se demandait ce qui s'était passé, une jeune fille blonde observait Sota s'éloigner. Plus tard, à l'école, elle n'arrêtait pas d'essayer de comprendre quel rôle Sota avait bien pu jouer pour empêcher cet accident. Elle a songé à le retrouver puisqu'il portait le même uniforme qu'elle, mais elle savait aussi que ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin, une tâche vraiment ardue. L'instant d'après, le professeur a présenté un nouvel élève qui, à la surprise générale, s'est avéré être Sota. Après la première heure de cours, Sota a repoussé tous ceux qui tentaient de se lier d'amitié avec lui, s'assurant de faire tomber leurs diverses flags. Quand il s'est levé pour partir, Nanami l'a interpellé, lui disant qu'elle avait besoin de lui parler. Elle l'a ensuite emmené sur le toit et lui a demandé d'expliquer pourquoi il regardait toujours le sommet de la tête des gens avant de leur adresser la parole. Sota fut surpris qu'elle ait remarqué cela et tenta de trouver une réponse qui ne le ferait pas passer pour un fou, bon pour la camisole de force. Quand il essaya de nier ses accusations, elle lui dit qu'elle était au feu de circulation ce matin-là. N'ayant pas d'autre choix, Sota expliqua qu'il pouvait voir des flags levées par les gens. Il en a vu une sur l'un des hommes au feu de circulation, une death flag, et il l'a simplement fait tomber en lui murmurant quelque chose à l'oreille. Nanami lui demanda s'il avait fait la même chose à leurs camarades de classe, et il lui répondit que oui. Cependant, quand il mentionna qu'ils avaient levé des flags d'amitié et d'amour, Nanami éclata de rire. Elle lui dit qu'elle pouvait croire à son histoire de death flag, mais ajouta que s'il continuait à prétendre voir d'autres flags, il pourrait tout aussi bien admettre qu'il avait plus d'une vis de desserrer. Sota ne sembla pas se soucier qu'elle se moque de lui et lui dit qu'elle était libre de croire ce qu'elle voulait. Il lui fit aussi savoir que le malheur s'abattait sur quiconque s'approchait de lui, c'est pourquoi il avait fait tomber les flags de leurs camarades de classe. Ces mots lui firent un peu se souvenir de son passé, mais elle écarta rapidement cette pensée et lui dit que tout ce qu'il faisait, c'était repousser les gens. Pour lui prouver qu'il était bien le cavalier de la mort, il lui raconta l'histoire du bateau de croisière sur lequel il était avec sa famille. Il se trouve que, tout comme l'Atlantide, il a coulé et n'a jamais été retrouvé, mais Sota a d'une manière ou d'une autre survécu et est revenu. En réponse, Nanami lui a piqué l'œil et lui a dit d'arrêter de faire son numéro de diva de Broadway. Elle a ensuite pointé sa tête et lui a demandé s'il pouvait y voir l'une de ses stupides flags. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne pouvait voir aucune de ces flags, et Nanami a clairement fait savoir qu'une flag ne se lèverait jamais sur sa tête avant de lui proposer de devenir amis. Plus tard, pendant le déjeuner, Sota et Nanami étaient assis sous un arbre en train de manger quand une fille s'est approchée d'eux sur la pointe des pieds. La première chose que Sota a remarqué fut la flag d'amitié au sommet de sa tête, alors il lui a poliment demandé qui elle était. La jeune fille s'est présentée comme Maogusa Akane et Nanami a discrètement demandé si elle avait une flag, ce qu'il a confirmé. Immédiatement, il a essayé de faire tomber la flag, mais fut surpris de voir qu'elle se relevait, alors il a continué d'essayer. Finalement, il a cédé et lui a permis de s'asseoir avec eux, après quoi il a demandé à Nanami qui était Akane. Nanami lui a dit qu'elle était l'héritière du groupe financier Maobisala, ce qui l'a amené à la qualifier de princesse. Akane a entendu ce qu'il a dit et lui a répondu que Nanami était une princesse car elle-même était la 13e princesse de son pays, ce qui a choqué Sota. Akane a ensuite annoncé qu'ils allaient tous les trois être amis à partir de ce moment-là. Après l'école, Akane a insisté pour aller chez Sota et a même réussi à entraîner Nanami avec elle. Cependant, les deux filles ont dû ramasser leurs mâchoires par terre en voyant le taudis miteux dans lequel Sota vivait. Il s'est avéré que c'était l'un des anciens dortoirs de l'école et Sota était le seul à y vivre. Même si cela ressemblait à un piège mortel, Akane a exprimé sa joie d'être invité pour la première fois dans une chambre de garçons. Sota s'est vite excusé pour aller aux toilettes, alors Nanami a demandé à Akane pourquoi elle s'intéressait tant à Sota. Akane lui a répondu que c'était parce que Sota avait l'air pitoyable et que le voir lui donnait envie de le prendre sous son aile et de le sauver. Elle a expliqué qu'elle avait eu une amie quand elle était plus jeune mais que sa famille les avait séparés. Elle a dit que la jeune fille avait aussi l'air pitoyable à l'époque et comme elle n'avait pas pu la sauver, elle espérait pouvoir sauver Sota. Cela a fait dire à Nanami qu'Akane et Sota étaient deux âmes sœurs, car ils avaient tous les deux ce côté sombre et mélancolique qui les caractérisait. Elle a dit à Akane qu'elle espérait qu'ils pourraient se sauver mutuellement d'une manière ou d'une autre, ce qui a fait sauter Akane et la prendre dans ses bras. Sota est entré à ce moment-là et a essayé de comprendre la scène qui se déroulait devant lui, mais a finalement abandonné. Juste au moment où les filles étaient sur le point de partir, Akane s'est soudainement souvenu qu'elle avait oublié quelque chose dans la chambre de Sota. Elle a demandé à Nanami d'attendre et a commencé à retourner à l'intérieur. Mais Sota a remarqué qu'elle avait une death flag sur la tête. Il a rapidement demandé à Nanami de quoi elles avaient à parler en son absence et quand elle lui a dit que c'était du passé d'Akane, il s'est précipité après elle.
Malheureusement, quand il l'a rejointe, il était trop tard et elle est tombée dans le trou qui s'était soudainement ouvert sous ses pieds. Sota s'est précipité à ses côtés et a essayé de faire tomber la flag en lui disant des choses positives, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, il a dû l'embrasser pour qu'une romance flag remplace la death flag et cela a fonctionné presque immédiatement. Akan a hurlé de surprise et lui a fait subir un traitement à la Randy Orton. Le lendemain à l'école, une fille aux cheveux verts nommée Okiku a plaqué Sota au sol et l'a involontairement enjambé, choquant tout le monde. Elle lui a ensuite dit à quel point il lui avait manqué et qu'elle avait entendu parler du bateau de croisière qui avait coulé. Elle s'est excusée auprès de Sota pour la perte de ses parents, mais quand il a parlé de sa sœur, elle a semblé confuse. À ce moment-là, Sota était sûr que personne d'autre que lui n'avait de souvenir de sa sœur aînée. Mais il n'en a rien dit. Nanami, en revanche, en a eu assez de les voir dans cette position compromettante, alors elle a poussé Sota contre le mur. Ce n'est que lorsqu'Okiku a expliqué qu'ils étaient amis d'enfance qu'elle s'est calmée et a cessé de le considérer comme un dragueur éhonté. Plus tard dans la journée, Okiku a accompagné Sota et les filles à son dortoir et elle a commencé à pleurer en le voyant. Cependant, elle a vite oublié l'état déplorable du bâtiment quand elle a remarqué à quel point Sota semblait proche de Nanami et Akan. Elle leur a immédiatement donné son approbation de grande sœur. Oui, disant qu'il n'y avait rien qu'elle désirait plus que de voir Sota heureux. Akane en était ravie, mais Nanami s'est plainte et a demandé à Sota de clarifier les choses, car elle n'allait pas être connue comme l'une de ses femmes. Sota lui a dit que ça ne le dérangeait pas parce qu'il voulait qu'ils s'entendent tous les trois mieux. Sur le chemin du retour vers le campus de l'école, Nanami a demandé à Sota quel genre de flag Okiku avait. Il lui a dit que c'était une flag d'amour fraternel et elle lui a conseillé de la faire tomber, sinon Okiku le maternerait pour le reste de sa vie. Sota a tenté le coup, mais à sa grande surprise, la flag a esquivé et Okiku a continué ses taquineries, complètement inconsciente de ce qu'il essayait de faire. Sur le campus, ils sont allés au club de thé pour rendre visite à une petite chibi nommée Ryuka Shibara Tsumuji. Selon Nanami, elle était l'aînée de l'école et était là bien avant qu'aucun d'entre eux ne soit en couche. Okiku les avait amenés là pour demander à Tsumuji si quelque chose pouvait être fait concernant le dortoir de Sota et elle leur a dit que ce serait difficile parce que le dortoir avait été construit juste après la fondation de l'école et comme il n'y avait pas beaucoup de fonds, ils ne pourraient pas le reconstruire. L'instant d'après, une fille est entrée et Tsumuji l'a grondée pour ne pas avoir enlevé ses chaussures. La jeune fille lui a dit de ne pas s'énerver avant de se présenter à Sota et aux filles comme étant Saitakeji Maimori, la présidente du conseil des élèves. Elle leur a dit qu'elle avait une solution aux problèmes de logement de Sota et les a emmenés au dortoir. Il semblait qu'elle avait chargé la société de génie civil de reconstruire l'endroit. Ainsi, avec l'aide de certains camarades de classe de Sota, ils ont commencé à y travailler. Une semaine plus tard, le dortoir était terminé et pendant que tout le monde nettoyait, Sota peinait à déplacer un canapé. Il a alors interpellé la personne dans l'escalier, demandant de l'aide, car il supposait que c'était un garçon. Cependant, il fut choqué de voir le visage d'une fille et s'excusa rapidement. La personne qui était un garçon lui a dit de ne pas s'excuser et l'a même remercié d'être la première personne à l'appeler un garçon. Tant de flags d'amitié ont germé sur sa tête, faisant se demander à Sota comment il était censé toutes les faire tomber s'il tentait un jour de le faire. Le garçon s'est ensuite présenté comme étant Zokuyama Megumu et a supplié Sota de l'appeler Megumu, contrairement aux autres qui l'appelaient hindou Meg. Sota a accepté et lui a demandé pourquoi il était habillé en short et non en pantalon. Megumu a expliqué que sa sœur trouvait qu'il avait l'air plus mignon ainsi, alors elle avait obtenu la permission de l'école pour qu'il puisse s'habiller de cette manière. Juste à ce moment-là, Akane est entrée et les a vus tous les deux et comme prévu, elle a mal interprété la situation. Sota a donc dû expliquer que Megumu était un garçon et non une fille pour la faire changer d'avis. Okiku et Nanami les ont vite rejoints et toutes deux ont désigné Megumu comme une fille, ce qui l'a rendu triste. Ce soir-là, Maimori leur a dit que le dortoir serait fermé car la politique de l'école exigeait plus d'un résident. Dès qu'elle leur a annoncé la nouvelle, elle s'est enfuie, laissant Tsumuji assurer à Sota qu'il n'avait qu'à trouver des colocataires et que tout irait bien. Sota leur a dit que ça ne le dérangeait pas de vivre seul car il y était habitué, mais Akan et Okiku ont insisté pour emménager. Megumu a également accepté d'emménager et Nanami a été d'une manière ou d'une autre entraînée à emménager aussi. Plus tard, pendant que les filles le prenaient leur bain, Megumu a suggéré d'aller les espionner. Il a traîné Sota dans la salle de bain, mais a paniqué à la dernière minute et a poussé Sota à l'intérieur. Dès que Nanami l'a vu, elle n'a pas perdu de temps et l'a frappé avec un bol sur la tête. Après avoir survécu à cette tentative de meurtre, Sota retournait dans sa chambre quand il a vu une death flag devant une porte. Il est entré dans la pièce et a vu la flag sur une boîte qu'il a ouverte, y trouvant une lettre qui lui était adressée. Dans la lettre, il était fait mention d'une princesse chevalier, d'une mage, d'une clerc, d'une ninja, ainsi que de flags qui se levaient.
Presque immédiatement, il s'est souvenu de sa rencontre avec une fille nommée Sakura qui jouait aux échecs avec lui. Sota avait perdu contre elle et dans le cadre de leur accord, il devait faire ce qu'elle lui demandait sans se plaindre. À sa grande surprise, elle lui a donné ses pouvoirs pour voir les flags et lui a demandé de découvrir la vérité derrière le monde. De retour au présent, Sota a réalisé que tout était lié au bateau de croisière et à Sakura. Le lendemain, Sota et les filles ont entendu le bruit d'un hélicoptère et en regardant dehors, un grand conteneur a été déposé sur la pelouse avant. Immédiatement, elles sont allées voir ce que c'était et quand il s'est ouvert, un robot féminin en est sorti. Le seul problème, c'est que sa tête est tombée, ce qui les a fait hurler parce que ça avait l'air effrayant. Finalement, le robot a remis sa tête et leur a dit qu'elle avait été envoyée par la famille Dakan pour veiller sur elle. Elle a aussi dit que son nom était Ruri et tout le monde l'a accepté à bras ouverts car il n'y avait aucune raison de la renvoyer. Okiku a ensuite fait remarquer qu'il serait en retard pour l'école, alors ils se sont tous levés pour partir et ont été surpris de voir Ruri les accompagner. Un moment dans la journée, alors qu'ils déjeunaient sur le toit, ils ont regardé une émission en direct de Maimori qui annonçait les prochains jeux athlétiques. Elle a dit que les jeux dureraient une semaine entière et que l'équipe avec les scores les plus élevés serait nommée MVP. Tout le monde s'est excité et a commencé à parler du jeu auquel il voulait participer avec Sota, et cela lui a fait du bien. Passer du temps avec eux le distrayait de la lettre et de la grande death flag sur sa tête. Maimori les a vite rejoints sur le toit, et comme elle était toujours la porteuse de mauvaises nouvelles, elle les a informés que s'ils ne parvenaient pas à être nommés MVP, Sota serait expulsé et leur dortoir fermé. Pour revenir un peu en arrière, il a été révélé que le conseil d'administration n'était pas content d'un dortoir mixte parce que c'était indécent. Maimori les avait traités de tas de vieux schnocks jaloux qui en voulaient à Sota parce qu'il avait réussi à attirer plus de filles qu'ils n'auraient jamais pu en rêver à leur adolescence. Elle leur a aussi rappelé que tous les autres dortoirs étaient pleins, donc ils ne pouvaient pas se plaindre. Quand ils ont essayé de discuter, elle leur a dit que le Quest Hall, qui était le nom du dortoir, remporterait le titre de MVP. Malheureusement, elle ne s'est pas arrêtée là et leur a dit que si le Quest Hall ne gagnait pas, ils pourraient fermer le dortoir et expulser Sota. Après avoir entendu son explication, les filles ont fait remarquer quelle était la raison pour laquelle elles étaient dans ce pétrin. Okiku l'a même frappé au sol et l'aurait tabassé si Sota n'était pas intervenu. Dans une tentative de se racheter, Maimori leur a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un pour les aider à s'entraîner pour la victoire. Après son départ, les filles et Megumu ont essayé d'encourager Sota en lui disant qu'elle partirait avec lui s'il était expulsé. Avant que Sota ne puisse refuser leurs offres, quelqu'un lui a tiré une flèche. Heureusement, elle a atterri entre ses jambes. La tireuse s'est avérée être une fille nommée Rin et elle leur a dit qu'elle avait été désignée par Maimori pour les entraîner pour les Jeux athlétiques. Cependant, elle a clairement fait savoir à Sota qu'elle le considérait comme un incapable, un bon à rien et une honte pour tous les hommes, puisqu'il comptait sur les filles pour le maintenir à l'école. Tôt le lendemain matin, Rin les a tous réveillés pour commencer leur entraînement pour les Jeux. Après les avoir épuisés pendant quelques heures, tout le monde, sauf Sota, est retourné au dortoir pour se reposer. Sota s'est vite fatigué et est tombé à genoux, ce qui a fait dire à Rin à quel point elle le trouvait pathétique et faible. Zut! Malgré les insultes, Sota ne semblait pas offensé et lui a dit que s'il était expulsé, cela n'aurait pas d'importance car il était habitué à être seul. Rin lui a dit de se ressaisir et d'arrêter de se comporter comme si sa vie était une tragédie shakespearienne alors qu'il vivait le rêve de la plupart des gars de son âge. Sota a ensuite demandé à Rin quel type de gars elle aimait et elle lui a dit qu'elle croyait que tous les hommes étaient pires que des ordures. Mais il n'y avait qu'une seule personne qu'elle reconnaissait comme un vrai homme et ce n'était nul autre que son ami d'enfance, Suda. Elle a dit qu'au début ils étaient des ennemis qui se battaient tout le temps, mais avec le temps, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Malheureusement, il a déménagé un jour et elle ne l'avait pas revu depuis, mais elle le considérait toujours comme la meilleure chose après l'iPhone 15. Sota lui a alors dit qu'il avait connu une personne qui l'appelait toujours Suda. Rin fut surprise par la coïncidence et lui dit qu'elle enverrait un message à son ami pour lui en parler. L'instant d'après, le téléphone de Sota a bipé avec un message et quand il l'a lu à voix haute, ils ont réalisé que Sota était Suda. Rin était tellement embarrassée et a essayé de faire comme si de rien n'était en courant après Sota. Mais quand elle a failli tomber et qu'il l'a sauvée, son attitude a changé. Sota a remarqué qu'elle avait une Yonder flag, alors il lui a vite parlé et l'a réconfortée, ce qui a immédiatement changé la flag. Quand ils sont retournés au dortoir, ils ont raconté aux autres leur découverte et Rin leur a assuré qu'ils gagneraient quoi qu'il arrive. Le premier jour des Jeux, Rin a expliqué qu'en plus d'obtenir des points élevés dans leurs épreuves, le travail d'équipe leur donnerait un coup de pouce. Elle leur a ensuite remis la liste des activités auxquelles chacun d'eux devait participer. Pendant que les épreuves se déroulaient, Maimori s'est fait un devoir d'attirer l'attention de tous sur l'équipe de Sota qui se débrouillait très bien. À la fin de la journée, non moins, ils sont rentrés chez eux pour célébrer leur victoire et Rin leur a rappelé qu'il leur restait encore des jours. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont parlé de la façon dont ils faisaient tout pour garder Sota avec eux.
À un moment donné, pendant que les filles plaisantaient entre elles, Sota s'est éclipsé pour se laver le visage et est devenu déprimé en revoyant sa Death Flag. Le lendemain, il était toujours déprimé d'avoir échoué à attraper le ballon lors de l'épreuve de coup franc et d'avoir perdu. Au 4e jour, le Quest Hall était en 8e position et les filles ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui avait mal tourné, car elles avaient si bien commencé. Pendant ce temps, Sota était assis seul dans un coin sombre des dortoirs quand Rory est allée le voir. Elle lui a dit qu'elle avait conclu que leur échec était dû à son état dépressif. Elle a dit qu'il avait d'une manière ou d'une autre transféré ses émotions aux filles et qu'elles étaient toutes démoralisées. Il lui a ensuite demandé de venir avec lui et ils sont allés à la serre où il a révélé qu'il allait mourir. Il a dit que c'était la raison pour laquelle ça ne le dérangeait pas d'être expulsé, car être loin d'elle réduirait la douleur de sa mort. Il lui a aussi parlé de sa capacité à empêcher la mort des autres et a admis qu'il ne pouvait pas faire la même chose pour lui-même. Soudain, il s'est souvenu de la lettre et quand il a mentionné la première flag levée, Rory a commencé à chercher dans sa base de données. Quand elle a eu fini, elle lui a dit qu'elle savait qu'il cherchait la vérité derrière le monde et lui a demandé s'il souhaitait la découvrir. Quand il lui a répondu oui, elle a expliqué que la première porte ouverte par les 4 héros sous la bannière royale était connectée à la zone derrière le monde. Elle a dit que celui qui renverserait la Death Flag attendrait derrière la porte. Ces mots ont fait demander à Sota si elle avait des informations sur Sakura. Mais Rory lui a dit que non, alors il a demandé si elle savait où se trouvait la première porte. En réponse, elle lui a montré une image holographique de l'ancien Quest Hall. Nanami était habillée en chevalier, Akane en mage et Rory en ninja. Nanami les a ensuite conduits dans le bâtiment, le long d'un couloir, jusqu'à ce qu'ils trouvent un passage souterrain. Après avoir marché un moment dans le passage, ils sont à Kei et ils sont tombés sur une porte que Nanami a appelée la première porte. Une fois qu'ils l'ont ouverte, une lumière vive a brillé et Sakura se tenait là, rappelant à Sota son devoir de découvrir la vérité derrière le monde. De retour dans le monde réel, Sota n'était pas convaincu que les données étaient fondées fiables, mais cela lui a donné de l'espoir. Alors il a supplié Rory de l'aider et elle a accepté. Le lendemain, Sota a dit à Nanami qu'il avait parlé à toutes les filles, y compris Megumu, avant le début des jeux et avait dit à chacune ce qu'il savait qu'elles avaient sans y besoin d'entendre, ce qui les a toutes poussées à faire de leur mieux. Dès que Rin lui a remis l'écharpe, lui et Nanami ont commencé la dernière étape de la course. Malheureusement, un accident s'est produit et Nanami a été blessée, mais elle a refusé d'arrêter et a insisté pour qu'il continue. Poussé par son désir de rendre ses amis heureux, Sota a soulevé Nanami et l'a porté sur le reste du chemin. L'accident les avait ralentis, alors ils sont arrivés deuxième et tout le monde en était triste. Cependant, Meimori est venu avec les membres du conseil pour leur parler et ils leur ont fait savoir qu'ils avaient reçu le titre de MVP. Cela les a tous rendus heureux car Sota resterait à l'école avec eux. Pendant qu'ils célébraient, l'un des membres du conseil qui observait depuis les gradins s'est retourné pour partir. Étonnamment, il n'est pas allé très loin quand il s'est transformé en une femme aux longs cheveux blonds, vêtue de vêtements noirs et portant un masque. Quelques jours plus tard, alors que Sota explorait le couloir qu'il avait vu dans les données holographiques, les filles sont venues en courant vers lui. Elles ont découvert qu'il avait promis d'aller à un rendez-vous avec Akane et ont exprimé leur mécontentement d'être laissé de côté. Pour contenter tout le monde, il a accepté de sortir avec elles toutes, mais Nanami a refusé de les accompagner. La première personne que Sota a rencontrée après avoir quitté la maison fut Megumu, et les gens les ont pris pour un couple, ce qui était assez amusant. Ils sont ensuite allés à la salle d'arcade où Sota a gagné une peluche pour lui à la machine à pince. Pour le remercier, Megumu l'a emmené dans un café pour goûter le plus grand parfait qu'ils avaient, suggérant même de le finir d'une seule traite, ce qui était un défi. Cependant, il n'y est pas parvenu et a supplié Sota de partager le sien avec lui, ce qu'il a fait. Pendant qu'il mangeait, Sota a remarqué que Megumu avait de la crème sur le visage et le lui a dit, mais Megumu lui a demandé de la lui essuyer avec une certaine insistance. C'est alors que Sota a regardé autour de lui pour la première fois et a réalisé que tout le monde espérait qu'il embrasserait Megumu. Megumu n'essayait même pas de changer leurs opinions sur leur relation à cause de la façon dont il se comportait, ce qui était assez révélateur. Sota a dû utiliser une serviette pour s'essuyer le visage et dissiper toutes les images impies qui traversaient tout l'esprit de chacun. Ensuite, il a retrouvé Akane qui l'a emmené au bord d'un lac pour une promenade en bateau, une activité plutôt relaxante. Elle lui a dit que son père l'avait suggéré, car tous les couples qui s'y rendaient rompaient après avoir fait du bateau. Alors qu'ils étaient sur l'eau, Akane a failli tomber, mais Sota l'a rattrapé rapidement, empêchant ainsi toute blessure, ce qui fut un soulagement. Le seul problème, c'est que de l'eau l'a éclaboussé, trempant ses vêtements, lui permettant de voir ses sous-vêtements. Dans son embarras, elle a avoué que sa mère lui avait conseillé de porter cet ensemble de lingerie au cas où les choses entre elle et Sota iraient au-delà du simple flirt, une situation assez délicate. Incroyable, Sota n'arrivait pas à croire que sa mère soit capable de conseiller à sa fille de se cultiver dès le premier rendez-vous. Après avoir quitté Akane, Sota a retrouvé Rin qui était habillée comme une fille normale pour la toute première fois de sa vie, ce qui était un événement. Elle était un peu gênée et dès que Sota a remarqué le drapeau Yandera sur sa tête, il lui a dit qu'elle était mignonne. Ils se sont ensuite assis sur un banc et en regardant des enfants jouer, Sota lui a dit que cela lui rappelait leur propre enfance, un souvenir doux.
Cela a poussé Rin à sortir de vieilles photos qu'elle avait avec elle, et une en particulier a attiré l'attention de Sota. Rin s'est souvenu que c'était le jour où ils avaient grimpé une cheminée, mais elle s'est aussi rappelé que Sota l'avait forcé à faire un concours de pipi, ce qui était assez embarrassant. Rin était si embarrassée qu'au présent, elle a exigé qu'il se rattrape. Mais comme elle était si agitée, elle s'est évanouie. Il a dû la porter sur son dos pour retrouver Okiku, qui était la dernière personne sur sa liste de rendez-vous, une situation plutôt inattendue. Ils ont dû rentrer chez eux pour qu'Okiku puisse mettre Rin au lit. Et pendant que Sota l'attendait, il a remarqué un porte-clés. Quand elle est revenue, il s'est excusé d'avoir gâché leur rendez-vous. Alors elle lui a demandé de se rattraper en s'allongeant sur ses genoux, une demande assez surprenante. Pendant qu'elle lui caressait la tête, il a parlé du porte-clés et elle lui a dit que c'était sa possession la plus précieuse. Il le lui avait donné quand ils étaient enfants, juste avant de déménager. C'était sa façon de promettre d'être son petit frère, même s'ils n'allaient plus être ensemble. Un geste très touchant. À présent, Okiku lui a dit qu'il serait toujours son frère et cela l'a fait penser à sa vraie sœur un instant avant qu'elle n'essaie de l'étouffer avec ses oreillers naturels. Cette nuit-là, pendant que les filles prenaient leur bain, Ruri a emmené Sota au passage souterrain qu'elle avait réduit pendant la journée, une découverte intrigante. Quand ils sont arrivés à la porte, Sota l'a poussé et est entré dans une pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un coffre au trésor. Sur le côté était sculpté un chevalier, un mage, un clerc, un ninja et d'autres figures que Sota n'a pas reconnues, ce qui était assez mystérieux. Ruri a essayé de le scanner mais n'a pas pu dire de quoi il était fait ni ce qu'il contenait, alors Sota a suggéré de s'en occuper plus tard. L'instant d'après, une lumière vive a brillé d'une ouverture sur le côté de la pièce, un phénomène plutôt inattendu. Alors Sota a couru pour vérifier, l'ouverture le menait dehors et il a été surpris de voir une fille aux cheveux bleus qui lui a dit qu'elle n'aimait pas la façon dont il jouait avec les drapeaux. Le lendemain, Sota a appris qu'elle s'appelait Mei et qu'elle venait d'être transférée dans sa classe en tant que nouvelle élève, une arrivée remarquée. Sota a observé Mei faire tomber les drapeaux de ceux qui l'approchaient et a réalisé qu'elle avait le même pouvoir que lui. Cependant, il a été distrait par les filles qui lui ont montré une liste pour leur prochain voyage scolaire, ce qui a détourné son attention. Sota a vérifié la liste et a découvert que son nom était inscrit sur les listes de randonnée et de natation. Pour répondre à sa question tacite, Ruri leur a montré un message holographique de Maimori expliquant pourquoi elle l'avait mis sur les deux voyages, une situation assez particulière. Quand le jour du voyage est arrivé, Sota n'était pas aussi excité que les autres. Après que Rin et Okiku aient traîné une Akane en pleurs vers le groupe de randonnée, Sota et les autres sont allés à la plage, une destination plus relaxante pour eux. Tout le monde, y compris Ruri, s'est changé en maillot de bain, mais le plus choquant fut Tsumuji, qui avait une poitrine très massive pour quelqu'un qui pourrait passer pour l'une des aides du Père Noël. Elle a fait semblant de ne pas savoir de quoi il parlait et a poussé Sota dans l'eau, un geste plutôt inattendu. Presque immédiatement, Sota a vomi, alors ils l'ont ramené sur le rivage. Il a ensuite expliqué que la vue de l'eau lui rappelait le naufrage, ce qui a fait pleurer Tsumuji et l'a poussé à le serrer dans ses bras, un moment très émouvant. Elle a promis de lui donner des leçons de natation et a demandé aux autres d'aller profiter de leur temps. Quand elle a essayé de lui apprendre, Sota n'a toujours pas pu se retenir et a vomi de nouveau, alors elle l'a laissé partir, comprenant sa difficulté. Il s'est retrouvé sur un banc au bord de la route où une jeune fille lui a offert une bouteille d'eau qui avait le goût d'urine de chat, alors il l'a recrachée. Elle s'est excusée et lui a proposé de lui vendre une sucette qu'elle a achetée après qu'il ait remarqué un drapeau d'histoire sur sa tête, une situation assez étrange. La fille s'est assise avec lui sur le banc et s'est présentée comme Kurumiko. Mais quand il lui a demandé si elle était à l'école, elle est devenue hésitante et est partie. Plus tard, il a retrouvé les autres, y compris Okiku, Akane et Rin, pour continuer la journée. Leur professeur les a informés que ceux qui étaient partis à la plage iraient pas faire de la randonnée le lendemain et vice-versa. Malheureusement, comme Sota était sur les deux listes, il a été une fois de plus traîné à la plage, une situation qu'il n'appréciait guère. Mais cette fois-ci, il n'a pas été forcé de nager. Pendant qu'il regardait les filles, Kurumiko l'a approché et en lui parlant, elle a laissé échapper que ses parents étaient morts. Elle lui a aussi dit que de leur vivant, il lui avait toujours appris à ne jamais dépendre des autres pour quoi que ce soit, une leçon de vie difficile. Pendant qu'il parlait, Akane les avait rejoints, se plaignant du concombre de mer qui s'était logé entre ses ballons d'air. Après qu'elle ait réussi à l'enlever, Sota l'a présenté à Kurumiko et Akane a fini par acheter toutes les sucettes qu'il lui restait, ce qui a fait demander à Kurumiko qui elle était, une scène assez amusante. Au moment où Sota lui a dit qu'elle était une héritière, son attitude a soudainement changé et elle s'est enfuie. Sota l'a suivie et elle a admis qu'elle se sentait un peu inférieure en parlant à quelqu'un comme Akane, ce qui était une révélation inattendue. Sota l'a assuré que cela n'avait pas d'importance, ce qui a semblé égayer son humeur et changer le drapeau d'histoire sur sa tête. Kurumiko a ensuite invité Sota à aller quelque part avec elle et quand il a accepté, elle l'a emmené dans une grotte où elle a admis qu'elle savait qui il était avant de l'approcher, une confession surprenante. Elle lui a dit que ses deux parents avaient travaillé sur le bateau de croisière où il se trouvait et s'est excusée auprès de lui d'avoir eu à gérer les familles des autres passagers. Elle a dit que c'était le devoir de la croisière de garder tout le monde en sécurité mais qu'il n'avait pas pu le faire, une situation tragique. Alors Sota lui a demandé si elle essayait de porter la croix de ses parents en ne comptant jamais sur personne d'autre, et elle lui a répondu oui. Cela l'a poussé à lui dire qu'il lui pardonnait juste pour qu'elle se sente mieux, et il a aussi ajouté que l'accident n'avait été la faute de personne, un réconfort sincère. Quand ils se sont retournés pour partir, ils ont découvert que la marée était montée et que la grotte se remplissait d'eau.
Comme aucun d'eux ne savait nager, ils se sont assis en espérant que quelqu'un les trouverait bientôt. Pendant qu'ils attendaient, Kurumiko a fait promettre à Sota d'être son grand frère s'il s'en sortait à fond vivant, un pacte émouvant. Sota a accepté, mais quand il a remarqué que son drapeau avait été remplacé par un drapeau de mort, il lui a dit qu'il n'avait pas à attendre. Cela a fonctionné, mais pour une raison quelconque, il a été remplacé par 3 autres drapeaux de mort, une situation alarmante. Dans sa tentative désespérée de faire tomber les drapeaux, Sota a promis de la ramener en ville et de l'inscrire à l'académie, ce qui a fait tomber les drapeaux. Kurumiko était si heureuse qu'elle a accepté juste au moment où Ruri a émergé de l'eau, une apparition opportune. Quand ils sont rentrés à l'hôtel, Sota a présenté Kurumiko aux autres et ils l'ont tous accueilli à bras ouverts. Ils ont ensuite essayé de convaincre Maimori d'aider pour l'inscription et la bourse de Kurumiko, mais elle était hésitante, alors ils lui ont promis un rendez-vous avec Sota, une proposition alléchante. Maimori a accepté, mais leur a dit de ne pas la blâmer si Sota tombait éperdument amoureux d'elle, même si tous savaient que cela n'arriverait pas. Le lendemain, Sota et Maimori sont allés à leur rendez-vous et elle a suggéré d'aller à un ruisseau voisin, une idée plutôt charmante. Pendant qu'elle barbotait dans l'eau, elle s'est excusée de l'avoir forcé à passer du temps avec elle. Elle lui a aussi dit que n'importe quel autre gars aurait refusé un rendez-vous avec elle parce qu'elle était un peu trop difficile à gérer pour eux, une confession sincère. Sota lui a dit que ceux qu'il avait de rejeter étaient des imbéciles aveugles avec de petites saucisses et a ajouté qu'il admirait la façon dont elle vivait sa vie. Ces mots lui ont rappelé son frère malade qui lui avait aussi dit qu'elle était une personne incroyable, un souvenir touchant. Elle a ensuite serré Sota dans ses bras et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire entrer Kurumiko à l'académie. Malheureusement, le conseil a refusé sa demande, alors il a fallu dire au revoir à Kurumiko, une séparation difficile. Cependant, quand ils sont retournés au dortoir, ils ont été surpris de voir Kurumiko les attendre. Quand ils ont demandé comment elle était arrivée là, elle leur a dit que Mei l'avait amenée avec elle de la plage. Mei a expliqué qu'elle avait piraté le système scolaire et enregistré Kurumiko comme étudiante, ce qui les a fait traiter Minori d'idiote pour ne pas l'avoir fait avant. Une ruse ingénieuse. Après avoir discuté un moment, Maimori a annoncé qu'elle et Tsumuji allaient emménager et Mei a accepté de rester à cause de Kurumiko. Quelques jours plus tard, après que Sota ait déposé Kurumiko à l'école, il est allé sur le toit pour parler avec Mei, une conversation importante en perspective. Après avoir confirmé qu'elle aussi pouvait voir les drapeaux, elle lui a dit que Sakura était connue comme le sacrement. Elle lui a également parlé d'un être appelé l'Angelus Gemini, qui possédait des pouvoirs rivalisant avec les siens, une révélation assez étonnante. Elle a affirmé que c'était un navire du destin qui naviguait sur les mers de tous les plans d'existence et était capable d'invoquer n'importe quel phénomène. Quand elle lui a demandé ce qu'il souhaitait accomplir avec ses pouvoirs, il lui a dit qu'il voulait faire tomber son drapeau de mort et ensuite faire ce que Sakura avait demandé, un objectif clair. Elle a ensuite prononcé quelques mots dans un monde parallèle où ses amis n'avaient aucune idée de qui il était et sont même morts car il n'était pas là pour les sauver. Le dernier endroit où elle l'a emmené était le bateau de croisière et il s'est vu assis dans un coin, une vision troublante. Il a approché son alter ego et l'a encouragé à ne pas abandonner car il avait encore beaucoup à vivre. Ces mots ont semblé fonctionner, mais quand la personne s'est retournée pour lui faire face, il s'est retrouvé à regarder dans les yeux de Mademoiselle Miyuki, son professeur, une rencontre des plus inattendues. Alors qu'ils marchaient ensemble, elle a révélé qu'elle était son arrière-petite-fille dans cette réalité, ce qui l'a surpris. L'instant d'après, il y a eu une explosion et ils ont été séparés par un mur de feu. Cependant, il a remarqué un drapeau de protagoniste sur sa tête alors qu'elle promettait de vivre une bonne vie, un signe d'espoir. Quand il a rouvert les yeux, il était de retour dans son monde et beaucoup lui ont dit que parce qu'il avait sauvé Miyuki, son monde tournerait désormais autour d'elle, tout comme le leur tournait autour de lui. Pendant qu'elle parlait encore, Sota a toussé du sang et elle a réalisé que son drapeau de mort devenait plus fort, une situation alarmante. Elle a essayé de le supprimer et a failli être submergée par cela, mais elle a refusé d'abandonner. Au moment où elle a réussi à le supprimer, Sota était inconscient et Sakura est soudainement apparue de nulle part, une intervention mystérieuse. Elle a dit à Mei qu'elle ne pouvait pas la laisser interférer avec ses plans car les membres de la Maison des 7 Vertus savaient des choses qu'elle ne voulait pas que Sota découvre encore. Elle a ensuite touché sa tête et Mei s'est évanouie immédiatement, un geste puissant. Mais au moment où Sota a ouvert les yeux, Mei était déjà réveillée. Quand il l'a interrogée sur le drapeau, elle l'a regardé étrangement. Alors il a posé des questions sur la Maison des 7 Vertus, mais elle n'avait toujours aucune idée de ce dont il parlait, ce qui lui a fait réaliser qu'elle avait perdu toute sa mémoire concernant les drapeaux et tout ce qui s'y rapportait, une perte de mémoire totale. Quelques jours plus tard, Ruri a kidnappé Sota et l'a emmené chez Akane qui a expliqué que Ruri s'était envolé quand elle lui avait dit qu'elle souhaitait le voir. Elle a également ajouté qu'elle n'avait aucune idée que le robot fou était allé le récupérer avant leur arrivée. Une situation assez rocambolesque. Sota l'a assuré qu'il n'était pas en colère contre elle, alors Ruri les a laissés seuls et est parti pour sa maintenance. Presque une heure plus tard, pendant que Sota et Akane buvaient du thé, la porte s'est ouverte en grand et tous leurs amis se sont précipités à l'intérieur, une arrivée bruyante. Ils ont immédiatement commencé à s'inquiéter pour Sota en expliquant qu'Okiku et Rin avaient appelé pour leur raconter ce qui s'était passé. Akane s'est de nouveau excusé au nom de Ruri pour avoir causé des ennuis, mais ils lui ont dit que tout allait bien, la rassurant. Quand ils ont admis qu'ils étaient heureux de revoir Sota après être rentrés chez eux pour les vacances d'été, elle les a invités à passer la journée chez elle. La première chose qu'ils ont faite a été de déjeuner, mais comme aucun d'eux n'avait grandi dans la haute société, ils n'avaient aucune idée de comment se comporter, une situation délicate.
Sota a suggéré qu'ils observent Akane et répètent ce qu'elle faisait. Cependant, il est vite devenu évident qu'ils étaient stupides comme des pierres, car quand Akane a laissé tomber son couteau, ils ont fait de même. Quand elle a commandé une deuxième portion de roast beef pour Sota, ils ont fait pareil et il s'est retrouvé avec une montagne de roast beef qui aurait rendu Scooby-Doo très heureux, une quantité impressionnante. Plus tard, pendant que Sota se prélassait dans le bain, Rin est entrée et a failli avoir une crise cardiaque quand il lui a accidentellement montré ses joyaux de la couronne. Elle l'a traité de voyeur pervers et lui a demandé pourquoi il était dans le bain des femmes. Une situation très embarrassante. Sota a soutenu que c'était le bain des hommes, mais a ravalé sa langue quand il a entendu les autres filles approcher. Rin a rapidement attrapé sa main et l'a cachée derrière un gros rocher juste au moment où la porte s'ouvrait, une manœuvre rapide et discrète. Malheureusement, elle lui avait accidentellement offert un spectacle de son corps, alors elle s'est sentie gênée et a commencé à se plaindre. Sa réaction a attiré l'attention des autres qui se sont approchés d'elle, essayant de savoir ce qui n'allait pas, une situation assez cocasse. Rin a réussi à les occuper assez longtemps pour que Sota puisse sortir du bain avec sa dignité intacte. Le lendemain, Nanami a appelé Akane en appel vidéo et a été surprise de voir qu'ils étaient tous ensemble. Une réunion inattendue. Finalement, ils ont tous pris un vol pour le pays de Nanami, Bladefield. Et elle les a accueillis à l'aéroport avant qu'ils ne montent tous dans un train. Quand le train a fait son premier arrêt, Sota est allé utiliser les toilettes, un besoin naturel. Sur le chemin du retour vers ses amis, il a rencontré la sœur cadette de Nanami, la princesse Aqua, et elle l'a invité à lui raconter des histoires du Japon. Nanami les a vite s'est avéré que c'était un robot ressemblant à Rory et elle était venue éliminer Nanami pour avoir fait Aqua. Les servantes de Aqua ont fait de leur mieux pour la retenir, mais elle les a maîtrisées. Juste avant que Sota n'attrape Aqua et s'enfuit, il a remarqué un drapeau de mort au-dessus de sa tête, ce qui l'a effrayé. Une vision terrifiante. Le Terminator, Sourire Rui 2.0, les a immédiatement poursuivis et les a chassés jusqu'à les acculer dans le dernier wagon du train. Pour leur sauver la vie, Sota a détaché le wagon et avant que le robot ne puisse suivre, numéro 0 l'a poignardé, un acte décisif. Sans moteur pour faire avancer le wagon, Sota et les filles ont marché jusqu'à la ville la plus proche et Aqua était très excitée par tout ce qu'elle voyait. Quand ils se sont assis près d'une fontaine, Nanami a parlé à Sota de la Maison des 7 Vertus, un sujet important. Selon elle, ils étaient les responsables de l'attaque. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, numéro 0 est arrivé. Numéro 0 s'est alors avancé et leur a dit que le prince héritier leur avait ordonné d'escorter la princesse jusqu'à lui, une mission officielle. Quand ils sont arrivés au palais, Sota a failli être écrasé par les filles qui étaient ravies de le voir. Peu de temps après, Aelia, le prince héritier, est arrivé et a remercié Sota d'avoir protégé ses sœurs. Un geste de gratitude. Pendant ce temps, numéro 0 a approché Mei, dont le nom de code était numéro 7. Elle a essayé de lui parler, mais Mei n'avait aucune idée de qui elle était, alors elle s'est excusée et s'est éloignée d'elle, un échange plutôt étrange. Plus tard, elle est allée rendre visite à Ilia dans son bureau et lui a dit que toute l'opposition avait été écrasée et qu'il ne restait personne. Il a été révélé qu'Ilia était celui qui avait divulgué les informations sur les princesses, une trahison inattendue. Ilia a admis que c'était un coup risqué, mais a dit qu'il ne craindrait pas de le refaire si cela signifiait atteindre son objectif. Numéro 0 lui a alors dit qu'il n'avait rien fait de mal car il ne faisait que tester les filles pour voir si elles seraient de dignes successeurs, une justification surprenante. Elle a également dit que c'était le devoir de la Maison des 7 Vertus de servir le roi quoi qu'il arrive juste avant de disparaître. Pendant ce temps, Sota a essayé de comprendre pourquoi les filles s'étaient toutes rassemblées dans sa chambre et perturbaient sa tranquillité, une situation plutôt chaotique. L'instant d'après, la télévision est passée à une émission en direct d'Ilia qui a annoncé que son père, le roi, était décédé. Il a dit que c'était pour cette raison que des assassins s'étaient lancés à la poursuite de Nanami et Aqua dans le train, ce qui a semé la confusion chez tout le monde, une révélation choquante. Quand on lui a demandé ce que signifierait donc leur mort, il a révélé que les deux filles n'étaient pas les enfants de l'ancien roi, mais les siennes. Cette révélation a non seulement choqué les citoyens, mais aussi les filles, car elles n'avaient aucune idée que leur frère était leur vrai père, un secret de famille dévoilé. Peu après les funérailles, Nanami et Aqua ont informé tout le monde qu'après les 3 jours de deuil obligatoire, il y aurait une célébration pour honorer le nouveau roi. Le jour de la célébration, tout le monde s'est rassemblé dans la rue pour regarder le défilé, un événement grandiose. Sota et Megumu ont alors été pris pour des artistes et forcés de porter des costumes de mariés. Quand ils se sont rapprochés de l'endroit où se trouvaient leurs amis, les filles ont failli mourir de choc au moment où elles ont posé les yeux sur Megumu, une surprise totale. Après le défilé, Megumu a pleuré à chaudes larmes pendant que les filles essayaient de le convaincre qu'il était beau. Pendant ce temps, Sota est allé parler à Aqua et il lui a dit qu'il était conscient qu'elle avait fait semblant d'aller bien, une observation perspicace. Aqua s'est sentie soulagée que quelqu'un ait remarqué et a admis qu'elle pensait qu'il serait la seule personne à pouvoir comprendre ses sentiments, car il avait toujours l'air si déprimé. Sota ne savait pas si c'était une bonne chose que Aqua semble penser qu'il dégageait des vibes de Mercredi Adams, une comparaison inattendue. Cependant, il l'a écoutée alors qu'elle lui disait qu'elle n'était pas sûre de savoir comment gérer tout cela. Elle lui a dit que tout le monde semblait avoir tourné la page de la mort du roi si rapidement que cela la faisait se demander s'il s'en souciait vraiment, une interrogation profonde.
Sota lui a dit que c'était leur façon d'honorer le roi car il était sûr qu'il ne voudrait pas que quiconque soit triste. Ces mots ont semblé remonter le moral de Aqua, mais ils ont vite réalisé que les filles avaient écouté quand ils les ont vues pleurer un moment émouvant. Elles avaient toutes réconforté Aqua et lui avaient dit qu'elle pouvait toujours compter sur elle, quoi qu'il arrive. Nanami a ensuite remercié Sota d'avoir remonté le moral de Aqua même s'il ne l'avait rencontré que récemment, un geste apprécié. Plus tard cette nuit-là, Sota était assis près de la fontaine quand il a remarqué une tablette de pierre dans un coin. Dès qu'il s'est approché, numéro 0 est apparu derrière lui et lui a dit que c'était l'histoire de la première reine de Bladefield, un récit ancien. L'histoire parlait d'une princesse qui a levé la bannière royale et a chassé les démons. Cependant, l'un des démons s'est vengé et l'a tué d'une flèche. Alors le garçon connu sous le nom de bannière royale, qui était béni par la déesse, l'a sauvé, un acte héroïque. Sota était trop stupéfait pour parler car l'histoire semblait très similaire à la sienne et il a commencé à se demander s'il aurait le même destin. Il s'est rappelé tout ce qui lui était arrivé jusqu'à ce point et s'est demandé si tout cela n'avait servi à rien, une profonde réflexion. Numéro 0 a ensuite révélé qu'elle avait ordonné l'assassinat de Nanami et Aqua, déclarant qu'elle voulait voir la force des futures reines de Bladefield et aussi éliminer toute opposition, une stratégie impitoyable. Elle a également dit qu'elle était prête à donner sa vie pour le monde et lui a demandé ce qu'il pensait du monde qui ne le voulait ni n'avait besoin de lui. Sota ne savait pas comment répondre à sa question, alors elle l'a laissé seul avec la promesse de le revoir, un départ énigmatique. Quelques jours plus tard, Suta et les filles sont rentrées au Japon, emmenant Aqua avec eux qui s'est donc inscrite à l'académie. Après sa présentation à la classe, Miyuki leur a rappelé le festival scolaire imminent et leur a dit de bien se préparer. Plus tard ce jour-là, alors que Suta discutait avec Megumu, Aqua s'est approché de lui avec des papiers, lui demandant de les signer. Il s'est exécuté, réalisant plus tard qu'il avait été dupé, endossant ainsi toutes ses colocataires pour un concours de beauté. Les jours passèrent et tous s'étaient préparés pour le festival. La veille du premier jour, Sota n'arrivait pas à dormir. Il était tellement inquiet à propos du drapeau, craignant de finir par mourir comme le garçon de l'histoire, ce qu'il ne voulait absolument pas. L'instant d'après, il il entendit Nanami demander si tout allait bien, sa porte étant ouverte. Sota cacha rapidement la clé et lui assura que oui. Mais elle le regarda étrangement avant de s'éloigner, l'air un peu perplexe. Le jour du festival, le premier événement fut le concours de beauté et Sota se retrouva à y officier en tant que juge. Après la présentation des candidates, elles firent toutes diverses choses pour accumuler des points. Cela allait de faire gicler de l'eau sur leur corps avec un pistolet à eau à la cuisine, en passant par des quiz. Chaque fille obtint le même score, alors pour les départager, on leur demanda de dire à Sota ce qu'elle ressentait pour lui. Nanami fut la première et pour se donner du courage, elle détacha ses cheveux avant de confier ses sentiments à Sota. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais aimé son visage stupide, car il agissait toujours comme si le poids du monde entier reposait sur ses épaules. Cependant, en apprenant à le connaître, son opinion à son égard avait changé, mais récemment, il était lentement revenu à son ancien moi morose. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi, mais qu'elle était prête à le soutenir jusqu'à ce que tout soit réglé. Sota n'arrivait pas à croire que quelqu'un se souciait autant de lui, et il commença à pleurer. Quand Nanami le remarqua, il mentit en disant qu'il essayait de réprimer un bâillement, ce qui la fit lui demander si sa confession l'avait ennuyé. Elle réalisa vite que les autres pleuraient aussi, et quand ses scores furent annoncés, la machine à compter les points tomba en panne. Les autres dirent alors qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre le concours, et Nanami fut déclarée gagnante. Son prix était un pass gratuit pour le festival, incluant les stands de nourriture et un rendez-vous avec Sota. Nanami en profita pour goûter chaque collation et plat qu'elle put trouver, traînant Sota avec elle. Alors qu'il marchait dans les couloirs, Sota fut soudainement renversé par une fille qui les supplia de la cacher. Après qu'un groupe d'étudiants eut couru devant leur cachette, la fille retira ses lunettes et Nanami la reconnut comme la célèbre idole Serika. Sota n'avait aucune idée de qui elle était, alors Nanami lui fit un petit cours sur la célébrité de Serika et son ascension vers la gloire. Après s'être liée d'amitié avec Serika, elle lui demanda pourquoi elle était dans leur école et Serika lui répondit que c'était à cause du spectacle qu'elle devait donner. Nanami fit remarquer que le spectacle était le dernier jour et Serika admit qu'elle était un peu curieuse. Alors elle était venue visiter l'école. En tant que fan loyal, Nanami proposa de faire visiter l'école à Serika et Sota les accompagna. Après avoir visité l'école et rencontré tous leurs amis, ils se retrouvèrent près de la scène où Serika devait se produire. C'est alors qu'elle leur raconta que son premier concert avait eu lieu dans son ancien collège juste après ses débuts. Même si cette performance avait été un succès, Serika confia qu'elle avait lutté pendant 1 an et demi pour vendre ses CD. Elle admit avoir envisagé d'arrêter, mais un garçon mystérieux l'avait vue et lui avait parlé, ce qui avait tout changé. Elle raconta qu'il lui avait dit qu'elle avait un drapeau de victoire sur la tête. Elle était donc destinée à réussir, et comme par magie, ses mots s'étaient réalisés. Quand elle réalisa qu'elle venait de leur révéler le secret de son succès, elle leur demanda de garder le secret, puis elle partit. Dès qu'elle fut partie, Nanami exigea que Sota explique ce que Serika leur avait révélé, car il était évident que c'était de lui qu'elle parlait.
Sota expliqua qu'il avait vu Serika le jour où il voulait mettre fin à ses jours, mais il avait décidé de faire un dernier acte de gentillesse en lui parlant. Quand il dit que c'était pour sa propre satisfaction, Nanami rétorqua que même si c'était le cas, il avait quand même aidé Serika, ce qui était une bonne chose et quelque chose pour lequel il aurait dû utiliser ses pouvoirs au lieu de faire fuir tout le monde autour de lui. Quelques jours plus tard, tout le monde se rassembla sur scène et Serika commença sa performance et Nanami était tellement excité. Tandis que Sota regardait, il remarqua un drapeau lumineux au-dessus de la tête de Serika et observa la lumière de ceux qui l'entouraient se transférer à son drapeau. En retour, le drapeau lui transféra de la lumière et cela lui fit réaliser que même si son drapeau de mort signifiait la fin, il était entouré de ceux qui feraient tout pour lui. Quand il essaya de s'accrocher au drapeau, le monde s'immobilisa, tout le monde se figea et quand il regarda la scène, il vit le chiffre 0. Elle lui dit que ses pouvoirs avaient évolué et surchargé de maintenant le système. Elle lui montra ensuite les images du monde parallèle que beaucoup lui avaient déjà montrées et dit que c'était un monde virtuel. Elle expliqua que la Maison des 7 Vertus créait différents mondes virtuels à partir de données pour s'opposer à l'Angelus Gemini. Elle dit qu'il l'avait fait afin d'empêcher le programme informatique de prendre le contrôle du monde. Mais Sota n'eut pas l'air surpris. Quand elle lui demanda pourquoi, il fit remarquer qu'elle avait un drapeau de vérité sur la tête et qu'il pouvait voir les données dans ses mains. Il demanda ce qui se passerait s'il choisissait de rester dans ce monde et elle lui répondit qu'il s'effondrerait complètement. Cela lui suffit pour décider de partir avant que le monde ne se dégèle à nouveau. Plus tard, Minami le chercha à la fête et, ne le trouvant pas, elle se plaignit à Akane. Mais à sa grande surprise, Akane n'avait aucun souvenir de lui. Quelques jours plus tard, Sota se retrouva dans l'espace virtuel, combattant les sbires de l'Angelus Gemini, alors qu'il tentait de protéger la porte virtuelle de Bladefield. Pendant ce temps, Nanami ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi aucun de leurs amis ne se souvenait de Sota. Des mois passèrent et Sota continuait de se battre dans l'espace virtuel et personne, à part Minami, ne remarqua son absence. Finalement, les filles décidèrent de quitter le dortoir, mais Nanami refusa de partir sans découvrir la vérité. Elle courut jusqu'à la chambre de Sota et força la porte, mais tout ce qu'elle trouva fut la lettre. Quand elle la ramassa, elle reconnut que l'écriture était la sienne, mais n'avait aucun souvenir de l'avoir écrite. Juste à ce moment-là, Ruri entra dans la pièce et lui dit qu'elle avait brisé le cryptage de Sota avant de l'embrasser. Nanami se retrouva dans un espace virtuel et fut surprise de se retrouver face à une fille qui lui ressemblait exactement. La fille se présenta comme la sœur aînée de Sota, mais ajouta qu'elle n'était qu'une moitié de Nanami. Elle expliqua que leur monde était construit autour de nombreux autres mondes virtuels et que parce que numéro 0 voulait arrêter l'Angelus Gemini à tout prix, elle avait jeté son dévolu sur Sota. Puisqu'il était un descendant de la bannière royale et du chevalier princesse, elle savait qu'il était né avec le pouvoir dont elle avait besoin. C'est pourquoi elle avait lié son esprit à de multiples simulations pour forcer l'activation de ses pouvoirs. Nanami 2 dit aussi qu'une fois qu'elles avaient découvert son plan, elles avaient essayé d'aider Sota, mais numéro 0 l'avait découvert et les avait divisés en deux. Nanami 2 possédait toutes les informations sur le plan de numéro 0, tandis que Nanami 1 ne se souvenait même pas d'avoir un frère. Après que Nanami 2 se fut échappée, elle tenta de mener à bien sa mission, mais elle perdit ses pouvoirs et dut fusionner avec Ruri, n'ayant nulle part où aller. Après son explication, elle dit à Nanami 1 que Sota s'était battue seule dans l'espace virtuel et qu'elle devait donc l'aider. Nanami 1 accepta et serra Nanami 2 dans ses bras. Ainsi, au moment où elles retournèrent dans le monde réel, elles étaient de nouveau entières. Nanami demanda ensuite à Ruri de l'aider et juste au moment où Ruri accepta, elle remarqua Akane debout à la porte, les larmes aux yeux. Elle dit à Nanami qu'elle sentait avoir oublié quelque chose d'important et qu'elle voulait l'aider. Pendant qu'elle parlait encore, les autres arrivèrent avec Miyuki. Alors Nanami les emmena dans la salle du coffre. Elle leur dit que c'était pour sauver son frère et dès qu'ils posèrent tous leurs mains sur le coffre, il commença à briller. Pendant ce temps, Sota était à bout de force et venait de se retrouver face à l'Angelus Gemini. Juste au moment où il pensait perdre, Nanami et les autres apparurent pour lui prêter main forte. Alors qu'il se battait, Sota tenta de comprendre pourquoi ils risqueraient leur vie pour le sauver, mais il n'y parvenait pas. La bataille progressait et les filles gagnaient, alors le vaisseau absorba tous ses sbires et flotta dans les airs. Il assomma facilement les filles et tenta de faire de même pour Sota, mais il fut protégé par Arcora. Alors qu'il luttait contre le rayon, il se retrouva de nouveau sur le bateau de croisière le jour de l'accident. Il s'avéra qu'il était à bord avec Nanami, Okiku, Akane, Megumu et Rin et qu'ils essayaient de s'échapper. Sota avait remarqué une jeune fille seule, alors il lui prit la main et l'entraîna avec lui. La fille lui demanda pourquoi il l'avait sauvée et il lui répondit que n'importe qui avec un brin d'humanité ferait la même chose. Il lui demanda ensuite son nom et elle lui dit que c'était le démon de la place, mais elle semblait déjà connaître le sien. Juste à ce moment-là, il entendit un cri à l'aide, alors il se précipita sur les lieux et trouva un homme coincé sous une table. Il l'aida rapidement, mais il y eut une explosion et des débris tombèrent sur lui.
le piégeant complètement. L'homme promit alors de revenir avec de l'aide avant de s'enfuir de la pièce, laissant Sota seul. Après le passage de quelques ninjas, Laplace s'approcha de lui et tenta de le convaincre que l'homme l'avait abandonné. Sota refusa d'y croire, mais quand les choses commencèrent à empirer, il cria, disant qu'il ne voulait pas mourir tout seul. L'instant d'après, l'homme revint avec Nanami et les autres, et ensemble, ils tentèrent de le libérer. Malheureusement, c'était trop lourd, et quand une autre explosion retentit, Sota leur dit de courir, se mettre en sécurité, mais ils refusèrent. Soudain, tout se figea et Laplace révéla que tout le monde, sauf lui, mourait car ils avaient tous des drapeaux de mort. Elle dit que la seule façon de l'empêcher était qu'ils prennent leurs drapeaux comme les siens et assument tout seul. Sota accepta, même si elle lui dit que cela le plongerait dans la dispersion et que tout le monde perdrait ses souvenirs. De retour au présent, Sota réalisa que son drapeau de mort était une accumulation de tous les drapeaux de mort qu'il avait fait tomber. Il décida de l'utiliser pour détruire l'Angelus Gemini, mais il n'était pas assez fort et serait mort si les filles ne l'avaient pas aidé. La chose suivante qu'il sut, c'est qu'il se réveillait dans une pièce avec numéro 0 à ses côtés et elle lui dit qu'il était de retour dans le monde réel. Elle confessa également qu'elle avait lié son esprit à diverses simulations pour faire ressortir son pouvoir, mais dit qu'elle ne le regrettait pas. Tandis qu'elle parlait, elle retira son masque et Sota fut choqué de voir une Nanami plus âgée le regarder fixement. Cependant, elle révéla qu'elle était la première reine de Bladefield et le remercia pour tout. Après son départ, Nanami entra et courut embrasser son frère. Mais Sota savait déjà qu'elle ne se souvenait pas des choses qui s'étaient bien passées. Quelques jours plus tard, il retourna au dortoir et rencontra Akane, qui n'avait aucun souvenir de lui. Sota garda son calme et alors qu'il se promenait dans le dortoir, il eut une soudaine sensation de déjà-vu. Immédiatement, il se précipita pour la rattraper avant qu'elle ne tombe à travers le sol et elle le remercia de lui avoir sauvé la vie une fois de plus. Tandis qu'ils se tenaient l'un à l'autre, ils n'avaient aucune idée que Sakura et Laplace les observaient du haut d'un arbre. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo juste ici.